Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je me dépêche de terminer la restauration de ma 325i afin d'être prêt à temps pour le week-end que nous allons passer entre amis au Green Hell Driving Days du Nürburgring. Dans la précédente vidéo, on s'était arrêté à la pose du M54B30 dans la baie moteur. Entre temps, j'ai reçu les durites neuves que j'avais commandées pour M54 que je coupe afin de récupérer les raccords spécifiques qui iront sur mes durites silicone. Ceci me permet donc de retirer mes durites qui ne tenaient pas forcément très bien et de les reconnecter grâce au raccord de façon plus sûre. Ceci étant fait, je peux remonter la face avant. Comme expliqué dans une précédente vidéo, je réutilise les éléments de carrosserie de la donneuse sur lequel j'avais fait mes essais de décoration et de peinture de réplique STW pour les remonter sur ma 325i, ceci étant déjà peint et décoré. Par contre, pour les ailes avant, dans un premier temps, je mets celles de la donneuse, mais à long terme, je souhaiterais utiliser les ailes d'origine de ma 325i que j'avais élargies exactement comme je le souhaitais. Mais n'ayant pas le temps de les repeindre ou de faire un covering blanc dessus, je mets celle-ci en attendant. Je ne serre pas à fond les vis de manière à avoir un jeu fonctionnel, me permettant de régler l'écartement et de correctement aligner l'aile avec la porte. Après avoir trouvé une position qui me convient, je serre toutes les vis. Et voici une autre raison de pourquoi je ne veux pas spécialement garder ces ailes-là, elles sont rouillées. Et je fais pareil pour l'aile passager. Je peux maintenant commencer à installer le radiateur d'eau. Et ça passe pas très bien. Il y a quelque chose qui gêne là. En effet, cette sonde dépasse vraiment trop du moteur et vient taper dans le ventilateur. Il va donc falloir que je change de côté mon ventilateur, que je le mette en façade. Je sais qu'il existe une autre méthode pour fixer un ventilateur sur un radiateur, avec des espèces de rilsans qui traversent le radiateur et qui se fixent au ventilateur. Toutefois, je préfère un montage un peu plus rigide. Ce ventilateur peut être branché de deux manières différentes, aspirant ou soufflant. Peut-être que certains d'entre vous seraient tentés de me dire « Attention, tu dois absolument changer aussi le sens des hélices, sinon ça ne fonctionne pas bien. » Et ce, à très juste titre. Toutefois, ce ventilateur fonctionne extrêmement bien, même sans changer l'orientation des pales. J'ai maintenant suffisamment d'espace entre la sonde et le radiateur pour pouvoir le remettre en place. Non, ça bloque encore. Cette fois-ci, c'est le ventilateur qui vient taper dans cette espèce de barre transversale qui relie les deux longerons. N'étant pas tout à fait certain de son utilité ayant entièrement dépouillé la face avant, je la retire tout simplement. Ce qui offre au radiateur toute la place pour se fixer correctement. Je peux alors commencer à regarder comment mettre mes durites de silicone. Sur celle du haut, j'ai l'intention de rajouter ce raccord qui permet de rajouter une sonde de température. Cette durite vient d'un kit pour E36, donc j'ai quelques adaptations à faire. Après quelques découpes, voici ce que ça donne avec le porte-sonde. Il ne me reste plus qu'à trouver le bon morceau de durite qui me permettra de lier l'ensemble. Et manifestement, là, c'est un échec. J'ai pris un morceau droit alors que j'aurais dû prendre un morceau qui fait une petite chicane. Voilà qui devrait être beaucoup mieux. Effectivement, là c'est bon. Mon montage pour la durite supérieure étant tout à fait satisfaisant, je peux le serrer avec des colliers. Pour la durite inférieure, j'utilise tout simplement celle fournie dans le kit pour E36. Elle s'adapte plutôt bien, elle est légèrement coudée en bas. Il faudra que je surveille si la purge se fait bien et si la circulation d'eau est correcte entre le moteur et le radiateur.
Ceci étant fait, je passe sous la voiture pour m'occuper du support de boîte de vitesse. À noter que lorsque j'ai fait les durites, il y avait un cric qui soutenait la boîte à sa bonne position. Sinon, le montage des durites serait complètement faussé. Et quitte à être sous la voiture, autant en profiter pour faire le vidange de la boîte. Ah, le boulet! J'ai bien desserré la vis de remplissage d'huile pour vérifier qu'elle n'était pas bloquée, mais je ne l'ai pas retirée, donc il n'y a pas d'appel d'air. Voilà pourquoi la vidange est aussi délicate. Donc après un petit nettoyage, je peux m'occuper de remettre la boîte en huile. Et là, un petit problème vient se poser. Lorsque je mets la tringlerie de levier de vitesse, celle-ci se retrouve être un peu trop courte. Alors j'ai cherché dans toutes celles que j'avais, parce que j'ai différentes tailles. Aucune n'a l'air de convenir. Il va falloir que je trouve une solution en urgence, et pas trop coûteuse si possible, parce que là, je n'ai plus de temps à perdre avant la sortie au Nürburgring. Alors, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, c'est juste que je souhaite remercier Drift Shop pour leur service qui est d'une rapidité sans faille. Bon, à la base, ce n'est pas ce short shifter là que je voulais mettre dans ma voiture. J'avais l'intention d'en prendre un qui est beaucoup plus cher, mais je n'avais donc pas l'intention de l'installer maintenant, et là, j'ai pas eu trop de choix. Grâce à ce système de prise directement sur le châssis, je n'ai plus que la petite biellette à modifier qui, elle, est soudable, contrairement à l'autre qui est en alu. Afin de régler le levier de vitesse dans la position exacte qui me convient, je fais une biellette réglable. Afin de pouvoir correctement serrer les écrous pour les tests, j'ai besoin de faire un méplat sur la tige filetée, me permettant de tenir avec une clé. Ceci étant fait, je peux mettre en place la biellette, vérifier le bon passage de chaque vitesse, et régler mon levier de vitesse très légèrement en arrière, de manière à, lorsqu'il est en première, avoir suffisamment d'espace entre le tableau de bord et le levier, afin de pouvoir y mettre ma future console centrale, sans pour autant arriver à la butée de la rotule lorsqu'il est en deuxième ou en quatrième. Le réglage me convient, mais pour éviter qu'il ne se desserre et se dérègle, je préfère souder la biellette. La tige filetée au centre pouvant être un point de faiblesse, je la renforce avec un morceau de tube que je coupe en deux. Et voici le résultat de ma biellette personnalisée. Je peux donc la mettre en place de façon définitive, et suite à quelques essais pour vérifier que la position me convenait toujours, j'ai eu la désagréable surprise d'avoir le ressort de rappel de 5e bloqué. Alors, je connais la procédure pour régler ce problème, mais je n'ai ni le temps ni l'envie de le faire étant donné qu'il faut sortir la boîte à nouveau. Donc je vais parier sur le fait que la boîte a juste besoin d'avoir de l'huile pour débloquer les éléments. Je m'attaque au remontage de l'arbre de transmission d'origine de ma 325i qui n'est pas compatible avec le flector de la boîte ZF. Ne voulant pas changer mon train arrière, j'ai cherché une solution. Et là je remercie Thomas de Carparted qui, alors que je me posais la question depuis plusieurs semaines, poste une vidéo sur son E30 dans laquelle il trouve la solution. Donc je l'ai contacté et encore merci à lui de m'avoir répondu aussi rapidement. J'ai pu me procurer cette plaque d'adaptation. Pour en faciliter l'installation, j'ai réalisé ce petit centreur.
Même si finalement en serrant toutes les vis, elles se centrent d'elles-mêmes. On ne rigole pas avec la sécurité, là le serrage doit être optimal. Je rajoute même du frein filet. Je finis même par utiliser un pied de biche de manière à bien bloquer l'arbre de transmission et serrer au maximum. Voici le rendu final. Il ne me reste plus qu'à réassembler les deux parties de l'arbre de transmission en fonction des repères que j'avais faits pour garder un bon équilibrage. Mais par contre, il va falloir l'aider un petit peu avec un petit peu de graisse. Et je resserre bien toutes les vis au maximum. Voilà ce que ça donne avec la tringlerie de boîte, rien ne touche. J'en profite d'être sous la voiture pour réinstaller mon X-Brace. Et petit souci, il vient buter sur le collecteur d'échappement. Étrange, je pensais que le montage serait identique au M50, mais visiblement non. Excusez-moi, je reviens dans une minute. Je vais négocier avec lui. Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Voilà, après réflexion, mon X-Brace a décidé de bien vouloir se monter sur ce swap. Je peux alors remonter les éléments par chaleur, la fixation d'échappement, pour pouvoir remonter ma ligne complète Super Sprint avec le X-Pipe et le silencieux Race. Malgré la légère différence au niveau du X-Brace, finalement les fixations ont l'air de tomber aux mêmes endroits. Je m'attaque à la vidange du pont. Et même erreur que pour la boîte de vitesse, je n'ai pas ouvert la vis de remplissage pour vidanger. Je le remets en huile jusqu'à débordement comme pour la boîte de vitesse. Je remets également le moteur en huile, avec la même huile que j'utilisais sur mon M50B25 de la 5W40, qui a l'avantage de chauffer rapidement, ce qui est un plus sur circuit. Mais attention, spoiler alerte, c'est une erreur. Vous le verrez plus tard avec la pression d'huile, mais elle est trop fluide, ce n'est pas bon. Pour ce moteur, il faut de la 10W60 et rien d'autre. Je réinstalle le capot. Opération quelque peu délicate déjà par son encombrement et ensuite parce qu'il faut le régler de manière à ce qu'il tombe bien avec les ailes. Premier essai peu concluant. Et après quelques tentatives de réglage, je finis par trouver quelque chose de correct. Après, n'oublions pas qu'il s'agit d'une voiture de piste, donc si les alignements sont pas parfaits au millimètre, ce n'est pas très grave, mais j'essaie quand même de faire bien.
Le rendu étant correct pour moi, je serre de façon définitive les vis et malheureusement le serrage de l'une d'entre elles a eu raison du filet. Je dois donc percer pour réagrandir un tout petit peu le trou afin de mettre un rivet aveugle à la place. Bon, par contre le rivet aveugle j'aurais dû le mettre sous les plaques de réglage, il aurait mieux tenu même si ça aurait créé une petite surépaisseur pour les plaques. Ça a quand même l'air de bien tenir. Maintenant reste plus qu'à vérifier si mon réglage du capot n'a pas été modifié par le fait de retirer et remettre les vis. Ça a l'air bon. N'ayant plus le mécanisme de fermeture du capot sur lequel viennent se prendre ces vis, je rajoute des écrous afin de pouvoir finaliser le montage de la face avant. Je remets également ce plastique qui, en dehors du fait d'avoir un rôle esthétique, permet de bien diriger l'air vers le radiateur. Je peux alors remonter les feux avant ainsi que les clignotants. Clignotant gauche qui d'ailleurs avait son petit guide qui rentre dans l'aile cassé que j'ai remplacé par une vis. Et à mon avis, je vais m'amuser quand je vais vouloir le retirer plus tard. Et comme le capot, les feux ont besoin d'être réglés de manière à être centrés entre le bas de la calandre et le capot. Et, oups, d'ailleurs je suis allé un peu trop haut là. Je redescends. J'ai également remis sur la calandre la fixation de ma cloison de filtre à air. Cloison qui vient du kit KN 57i Gen 2 que je souhaite conserver. Je la remets à sa place. Mais je vais devoir bricoler un petit quelque chose pour pouvoir l'adapter sur un M54. Pour ça, je commence avec ce réducteur 80-89 pour passer du coude KN jusqu'au débitmètre M54. Et je vais également avoir besoin d'un coude à 45 degrés, 89-76, pour aller de mon coude d'admission en silicone de M50 que j'ai adapté sur le M54 jusqu'au débitmètre. L'angle est bon, toutefois il faut le couper pour pouvoir l'adapter, car je souhaiterais avoir le débitmètre après la cloison. Je dois donc dans un premier temps raccourcir la première partie du coude. Pour cela j'utilise la technique du collier qui permet de guider mon feutre tout autour du coude pour avoir une coupe régulière. Après quoi il ne me reste plus qu'à couper la deuxième partie du coude en faisant bien attention de ne pas couper trop court de manière à pouvoir entièrement emmancher le débitmètre et pouvoir le serrer également. Mes découpes effectuées, je n'ai plus qu'à monter l'ensemble pour voir si ça fit. Je dois plier un tout petit peu plus la patte de fixation d'origine du kit KN parce que l'emplacement du coude est un tout petit peu différent. Je peux rebrancher le débitmètre en sécurisant son fil de manière à ce qu'il ne se balade pas. Et voici le rendu final du montage qui me semble cohérent et fonctionnel. Je me suis réalisé une petite patte de fixation pour le filtre à essence à coupler au régulateur de pression d'essence pour les M54 pour l'installer dans la baie moteur. Mon E36 étant une phase 1, je n'ai pas l'emplacement original sous le châssis pour le montage du filtre essence. Mais de toute façon, la voiture étant très basse, je préfère éviter de mettre des organes vitaux comme le filtre à essence sous la voiture. L'ensemble est bien fixé. Je peux sécuriser la durite d'essence sans trop la serrer de manière à ne pas la pincer. Ceci étant fait, je vais devoir m'occuper d'un point un peu problématique, la rouille sur le toit. Je commence par décoller mon covering rouge pour évaluer les dégâts. Ah, et c'est vraiment pas beau à voir. On peut dire qu'on est quand même sur un stade assez avancé de rouille. Par chance, ça n'a pas encore perforé. On peut voir qu'en dessous, il n'y a aucune trace. Allez, c'est parti. Ah ouais, non mais il y a carrément des gros morceaux qui partent.
Quand j'ai acheté la voiture en 2012, le toit avait déjà plus trop de vernis. Assez rapidement, j'avais fait un traitement sur la partie arrière du toit parce que je voyais qu'effectivement il y avait peut-être un début de corrosion, mais très léger, et malheureusement il s'est bien empiré avec les années. Je vais obtenir difficilement un meilleur résultat que ça. L'idéal serait d'attaquer avec la meuleuse, mais là j'ai vraiment trop peur de passer à travers le toit. En attendant de recevoir le convertisseur de rouille que j'ai commandé, je cache du soleil la partie à traiter afin d'appliquer un après-phosphatant dans de bonnes conditions en attendant. Pour patienter, je m'attelle au démontage du coffre pour le remplacer par celui de la donneuse qui est déjà peint en blanc et stické. Je démonte le système de fermeture, ne serait-ce que parce que j'ai pas envie de m'embêter à changer la serrure entre les deux coffres, et également parce que j'ai l'intention d'installer des attaches rapides. Au passage, comme j'avais fait pour mon coffre d'origine, je retire la boîte à outils qui bien sûr est vide. J'avais pas le souvenir qu'il y avait cette mousse d'isolation. Bah peut-être. Ah oui, ou alors, ça y est, je crois que je sais. Vu que c'est horrible à enlever, peut-être que mon cerveau avait effacé ce souvenir. Bon, et parce que ça prend pas tant de temps que ça, un petit coup de nettoyage parce que ce coffre est quand même assez sale. Je remets quand même ce plastique parce qu'il intègre une poignée qui permet de fermer le coffre sans se cisailler les doigts sur le métal. Et je suis plutôt d'avis de mettre les attaches rapides sur le dessus plutôt qu'habituellement en bas du coffre. Alors certes, la solution la plus commune permet d'éviter sûrement une infiltration d'eau que je vais créer en faisant mes petits trous, mais avec du joint, normalement ça devrait limiter le risque. Hey, je me suis pas raté dans mes repères. Le kit de fixation rapide comprend cette petite plaque qui permet de mettre et de retirer la goupille sans à chaque fois rayer la peinture. Et c'est plutôt pas mal. Je mets un petit peu de peinture de manière à prévenir la rouille. Ce qui me permet ensuite de fixer la petite plaque de protection qui tient avec des vis, mais qui intègre également un petit fil de retenue qui se prend dans la goupille, qui évite de la perdre. Et ça, j'aime bien. Et en plus d'être plutôt esthétique, je trouve, ça fonctionne, ça retient bien le coffre. Une petite ellipse, nous voilà quelques jours après, je recommence mon ponçage. Et j'applique en plusieurs couches du Ferrose, qui est un convertisseur de rouille qui normalement fonctionne plutôt assez bien. Je procède ensuite au remontage des amortisseurs, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque la préparation de ma voiture sur les forums Passion E36, sont des combinés filetés Zenki Racing, marque qui est un peu plus connue dans le monde du drift, et notamment des japonaises, mais qui à l'époque proposait des modèles pour E36, et que j'avais contacté pour avoir des conseils pour un réglage mixte entre circuit ordinaire et Nürburgring. Et on m'avait conseillé un tarage de 14 kg par millimètre pour les ressorts avant et 12 kg par millimètre pour les ressorts arrière,
permettant d'avoir un compromis entre le bitume bien lisse des circuits ordinaires et la route assez bosselée du Nürburgring. Je suis extrêmement content de ces amortisseurs, donc s'ils n'ont pas souffert de l'immobilisation de la voiture, je les réutiliserai et les conserverai, même s'ils sont quand même un peu raides pour le Nürburgring. Par contre, et cela va de soi, j'installe des triangles avant neufs. Je réinstalle les platines de refroidissement des freins. Malheureusement, je ne pourrai pas réinstaller les gaines qui guident l'air du pare-choc vers ces platines car elles se sont éventrées et je n'en ai pas suffisamment pour pouvoir les changer, ni le temps pour pouvoir en commander d'autres. Bien sûr, je remonte le tout avec de la graisse graphitée car vu le peu de difficultés que j'ai eu pour tout démonter après 3 années d'immobilisation, je préfère réitérer dans l'utilisation de cette graisse. Je réinstalle aussi ma barre anti-roulis d'origine qui est peut-être un tout petit peu limite et qui pourrait nécessiter une légère upgrade, mais pour le moment, je remets celle-là. Dans l'obligation de changer les biellettes de bar stab parce que les rotules étaient complètement mortes, j'installe celles-ci qui sont réglables parce que c'était les seules que j'avais en stock dans le garage. Toutefois, je ne suis pas très familier avec le réglage de ces biellettes, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à commenter. Je regraisse un petit peu le moyeu de manière à éviter que le disque se colle dessus. Et en parlant de disques, voilà ce que je remets. Oui, je remets les disques qui sont restés 3 ans à l'arrêt. Je sais, c'est pas bien, mais avant d'arrêter la voiture, ils étaient neufs. Et j'ai du mal à jeter des disques neufs, surtout quand on connaît le prix. Choix tout à fait discutable, ça je vous l'accorde. Malheureusement, je vais être dans l'incapacité de faire autrement. Je nettoie bien les coulisseaux avant le remontage, de manière à m'assurer le bon fonctionnement de l'étrier. Je réinstalle la durite de frein et malheureusement le raccord que j'ai mis pour la durite rigide est un tout petit peu trop grand, ce qui fait que l'agrafe ne le tient pas bien en place. Un peu plus tard, je vais fixer le tout avec un collier qui rigidifiera l'ensemble. Comme pour les triangles avant, je pars sur des biellettes de direction neuve afin d'assurer une bonne direction. Et je crois que j'ai bien fait, elle n'aurait pas tenu très longtemps. En attendant de faire une géométrie, je voudrais avoir un train avant à peu près droit pour déplacer la voiture. Donc j'utilise la technique de mesurer les anciennes biellettes, de reporter cette mesure sur les nouvelles et de les remonter comme ça. Mais ça ne dispense pas d'un réglage géométrie, hein, on est d'accord. Je remonte l'ensemble. Et je mate la rondelle de manière à verrouiller le serrage. Et parce que la qualité des soufflets d'aujourd'hui est plus que discutable, on sait qu'ils vont se percer dans moins d'1 an, voire 2 si tout va bien. Je ne les monte pas avec des colliers métalliques, mais juste des rilsans, comme ça facilitera le changement après. Après m'être occupé du côté passager avant, je m'attaque au frein arrière et comme à l'avant, ils sont neufs. Donc je les nettoie, mais je les remonte sans les changer. Ce qui me permet de mettre en pression mon circuit de frein et de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite avec ce produit. Plutôt efficace comme vous pouvez le constater, pour détecter un raccord qui avait besoin d'être un tout petit peu plus ébavuré de manière à assurer l'étanchéité. Je remets ensuite le circuit de frein en pression et là, aucune fuite. N'ayant pas l'intention de remettre la boîte à fusible d'origine, je l'ai découpée, ce qui me permet de mettre cette plaque et fermer la cloison par feu. Je rebranche la durite du Mastervac sur la pipe d'admission et je prends le temps de réorganiser un peu les fils et de les faire passer proprement et correctement de la baie moteur jusqu'à l'habitacle.
Et en parlant de faisceau, j'ai pris la décision de troquer mes manomètres vidéo contre un kit complet manomètre plus sonde, qui vont pouvoir venir s'adapter sur la cloche de filtre à huile et le porte-sonde. Je commence par retirer les inserts de la cloche de filtre à huile, sans oublier de vérifier ce serrage car je n'utiliserai pas ce port de la cloche. Je fais un premier test du montage de la sonde de pression d'huile, c'est pour ça que je n'ai pas encore mis le joint et je devrais m'assurer de pouvoir fermer le capot avec la sonde. C'est d'ailleurs pour ça que je choisis de la mettre à cet endroit-là de la cloche qui est un petit peu plus bas que les autres. C'est bon, ça passe avec le capot, donc je peux redémonter la sonde et la remettre avec un joint. Je mets également un joint sur la sonde de température d'huile avant de l'installer. Avant d'installer ma sonde de température d'eau, je dévisse cette vis et m'assure que son trou ne communique pas avec l'eau, sinon je vais devoir l'étanchéifier. Et c'est bon, pas de risque de fuite. Par acquis de conscience, je mets un joint en téflon sur la sonde de température d'eau afin de minimiser les risques de fuite. Voilà les sondes installées. J'ai tâché de faire des fils les plus propres possibles afin d'avoir un beau faisceau. Que je fais passer dans la cloison par feu avec les autres parties du faisceau. J'en ai également profité pour refaire mon faisceau de ventilateur électrique. Mon travail dans la baie moteur étant quasiment terminé, je peux remonter les derniers éléments manquants. Je remets le dernier cache moteur, ce qui protégera un peu le faisceau de l'humidité et parce que je trouve que quand même le moteur est plus joli avec. Voilà comment le faisceau moteur arrive dans l'habitacle. Il est temps maintenant que je m'occupe de ma console centrale. Ça fait des années que je regarde des vidéos de championnats des années 90 comme le STW, le BTCC, etc. Et on y voit des BMW d'usine avec une magnifique console centrale en carbone. J'ai toujours rêvé d'avoir une console comme ça. Eh bien j'ai pris la décision de la réaliser moi-même. Je suis parti d'une feuille d'inox assez fine que je modèle grâce à mon ancienne console centrale qui a la bonne forme, pour finir par obtenir quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je voulais. J'installe alors cette ébauche de console centrale sur mon tableau de bord afin de vérifier si ça passe bien avec le levier de vitesse. Satisfait de l'ensemble, il ne me reste plus qu'à pointer les côtés, revérifier que tout se monte correctement. Pour finaliser en soudant et en meulant tous les éléments, ce qui me permet ensuite de commencer à envisager la position des manomètres et des interrupteurs. Et voici le résultat de ma console centrale une fois percée et peinte. Je peux alors y installer les manomètres, le porte-fusible, ainsi que les différents interrupteurs. Sans oublier le bouton de feu de détresse placé au même endroit que sur la console centrale dont je m'inspire. Et là je vous passe les quelques heures nécessaires pour créer mon schéma électrique, puis ensuite câbler tous les voyants, interrupteurs et manomètres. J'ai également réalisé une platine qui va venir sur la partie gauche du tableau de bord pour accueillir le coupe-circuit. Celle-ci rentre un petit peu en force mais de manière à avoir aucun jeu lors de l'utilisation du coupe-circuit et se visse en plus par le dessous. Pour rendre possible ce montage, je dois réaliser des câbles de batterie sur mesure, que je sertis correctement de manière à éviter tout faux contact. Il me reste alors tout le faisceau habitacle à refaire entièrement puisque je pars de zéro. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément mais qui est extrêmement chronophage et pas forcément très intéressant à regarder en vidéo. Toutefois, si vous souhaitez avoir une sorte de tuto pour réaliser votre propre faisceau, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et peut-être que j'effectuerai une vidéo uniquement sur ce thème-là afin de vous détailler un petit peu plus ce que j'ai réalisé sur ma voiture. Les connexions du coupe-circuit sont réalisées selon les réglementations FIA avec sur la masse une résistance qui permet de décharger l'alternateur lorsqu'on coupe le contact moteur tournant. Mon faisceau habitacle est maintenant terminé, il faudra que je fasse un petit peu de rangement dans les fils et que je les isole un petit peu pour les protéger, mais c'est fait. Au niveau de la pédale d'accélérateur, je me suis retrouvé confronté à un petit problème. Celle que j'ai qui vient d'une Z4 n'est pas compatible en fait avec la fixation qui doit venir sur le châssis d'une E46 et que je compte utiliser sur mon châssis. Je me suis donc procuré une pédale d'accélérateur qui vient d'une E46 et là effectivement la fixation vient bien se glisser à l'arrière de celle-ci.
Je mets donc en place la fixation dans ma voiture, ce qui nécessite quelques ajustements. 3 fois rien. Voilà, c'est presque plug and play. Il ne me reste donc plus qu'à ranger mon faisceau intérieur. Pour le faisceau des feux, j'ai fait passer un câble dans l'aile de manière à ce que ce soit plus propre et il ressort au niveau des feux. Le seul risque est qu'il se coupe lors d'un accident ou d'un accrochage, mais ce ne sont que les feux, donc ce n'est pas très grave. Je peux alors rebrancher la batterie pour vérifier que ma voiture ne prenne pas feu lorsque je connecte le coupe-circuit, vérifier qu'aucun fusible ne saute à la mise sous tension générale, ni à l'allumage du contact. Je teste le fonctionnement du démarreur, des clignotants gauche et droite, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur, feu de position et feu de croisement, ainsi que des feux de route, du bon fonctionnement de mon ventilateur électrique avec son voyant d'indication de fonctionnement, de la mise en fonction de mon compteur d'heure avec son voyant également, des pompes à essence 1 et 2, en vérifiant qu'il n'y ait pas de fuite. Ah, si, justement, il y en avait une, j'ai dû changer une diorite. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas rebranché la mise à l'air du réservoir, très importante. Je vais d'ailleurs me reconnecter sur la vanne présente sur le M54, qui normalement va jusqu'au filtre à charbon actif puis au réservoir. Donc là, je vais directement connecter le réservoir à cette vanne, en réutilisant ma gaine de mise à l'air d'origine, que je réinstalle sous la voiture et que je reconnecte au réservoir pour la brancher au moteur. Et avant de tester un redémarrage, je remets le moteur en eau. Je reconnecte le faisceau d'allumage. Et c'est bon, ça démarre. La purge du liquide de refroidissement se déroule sans accroc. Finalement, j'installe un compteur d'M3 et 36 qui me permet d'afficher la température d'huile d'origine du moteur M54. Et par contre, on peut bien constater un gros problème de pression d'huile moteur au ralenti, ceci dû au grade d'huile que j'ai utilisé. La voiture étant mécaniquement quasiment prête, je prends un petit peu de temps pour décoller mes anciens stickers, présents sur les ailes arrière, ainsi que les portes. Et je mets en apprêt le toit, les ailes arrière et le bas du coffre. Par contre, je décide de conserver la peinture noire de mes portes parce qu'elle est en très bon état et je ne voudrais pas l'abîmer en faisant une mauvaise peinture par-dessus. Je préfère faire un covering sur les portes. Le séchage de l'après me permet tout juste de faire la peinture blanche le soir, voire même la nuit, la veille de mon départ. Et à partir de là, je suis désolé, je n'ai plus filmé. Nous sommes le jour de mon départ. J'ai changé les 2 portes côté passager pour qu'au moins la voiture soit blanche d'un côté. J'ai dû changer 2 pneus sur la remorque. Charger le range avec tous les outils et les pièces de rechange au cas où. Ainsi que du vinyle de manière à faire le covering des portes gauche une fois arrivé au Nürburgring. Parce que là j'ai déjà 6 heures de retard, il est temps de partir. Je vous invite à aller sur la chaîne de Plume Noire Corax qui a fait une superbe vidéo qui résume notre week-end au Nürburgring qui, vous le savez peut-être déjà, s'est mal passé. Je vous propose de revenir sur mon accident, pourquoi il est arrivé, combien ça m'a coûté, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.